Bonsoir à tous. On a le plaisir et l'honneur d'avoir le professeur Bruno Megarban, donc de Paris, Lariboisière, qui va nous parler de la place de la dialyse dans les intoxications, médicamenteuses et autres intoxications. Écoute Bruno, merci et on te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, je vais partager mon écran. Il faudrait que vous me permettiez de partager l'écran. En toute théorie, tu peux. Donc, c'est étrange que tu ne puisses pas parce que tu Non, es c'est bon, là, normalement, tu devrais pouvoir. Ah voilà, maintenant je peux. différencié. Maintenant je peux, effectivement. Voilà. C'est bon comme ça? Parfait. Parfait. Ok, très bien. Donc, bonjour à tous et merci beaucoup d'être présents pour cette petite discussion que nous aurons autour de l'épuration des toxiques. Alors, évidemment, c'est une particularité de la réanimation médicale. Bien sûr, dans votre exercice futur, vous serez amené, dans un certain nombre de cas, à vous prononcer sur ces indications. Et évidemment, cette formation sera sous une forme de cours général avec des petits sondages de temps en temps auxquels je répondrai par la suite. Et puis évidemment, n'hésitez pas à me poser des questions par chat ou en prenant la parole. Alors, en toxicologie, il existe 4 grands groupes de traitements qu'il faut systématiquement avoir en tête. Tout d'abord, les traitements symptomatiques. Évidemment, ce sont les traitements les plus importants, c'est ce qui sauve le patient. C'est pourquoi d'ailleurs la toxicologie fait partie de la médecine d'urgence et de la réanimation. Ensuite, il y a les traitements de décontamination, notamment la décontamination digestive. Et comme vous le savez évidemment, depuis 1997, la place de cette thérapeutique s'est beaucoup réduite, même si dans un certain nombre d'indications, elle reste importante. Troisièmement, ce sont les antidotes. Et donc là, c'est un domaine un peu plus spécialisé. Souvent, il faut faire appel à un avis d'expert. C'est un traitement important, même si pour beaucoup d'intoxications, le niveau de preuve de l'intérêt des antidotes reste encore faible. Et enfin, il y a le domaine qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celui des techniques d'élimination. Évidemment, là, c'est plus spécifiquement des techniques de réanimation, mais vous voyez qu'en fait, ces techniques ne vont intervenir que dans moins de 2% des intoxications en réanimation. Donc ça reste une rareté, mais évidemment, lorsque cette technique est nécessaire, il faudra l'administrer de façon extrêmement rapide. Alors, vous voyez ici, tout ce qu'on va discuter, c'est généralement plutôt dans ce type de situation, c'est-à-dire en fait un patient extrêmement grave qui a déjà beaucoup d'assistance, et pour lequel il faudra rajouter une assistance rénale pour éliminer le toxique. C'est évidemment pas cette situation beaucoup plus sereine du patient qui regarde la télévision et qui lit son journal, comme en dialyse chronique dans un service de néphrologie. Et vous voyez finalement, en fait, ces techniques vont se discuter dans 0,04% des intoxications. Vous voyez, donc c'est encore plus rare que ce que j'avais dit tout à l'heure. Alors là aussi, malheureusement, comme partout en toxicologie, le niveau de preuve de ce que l'on va discuter est relativement faible. Il n'y a malheureusement aucune étude prospective randomisée. Donc ça va être essentiellement un avis d'expert. C'est pourquoi d'ailleurs j'avais intitulé le cours « Comment moi-même je procède à l'application des techniques d'élimination » parce que évidemment vous pourriez tout à fait avoir quelqu'un d'autre qui fait l'exposé et qui se prononce différemment de moi. Alors, de façon générale, comment il faut effectivement réfléchir? Alors tout d'abord, évidemment, pour pouvoir donner un avis, on va dire d'expert, il faut connaître bien sûr la technique d'épuration et connaître la cinétique du toxique en cause. Il faut évidemment avoir un certain nombre de données scientifiques, donc notamment des données cinétiques, chez des patients qui n'ont pas été traités par la technique, chez des patients qui ont été traités par la technique pendant et après
l'application de la technique. Et donc en fait on va essentiellement décider de l'intérêt d'appliquer une technique d'épuration extra-rénale, tout d'abord bien sûr pour une intoxication pour laquelle le toxique peut être éliminé par la technique. Donc c'est la première condition. Évidemment, si le toxique ne peut pas être éliminé par la technique d'épuration extra-rénale, les affaires s'arrêtent. Donc il faut non seulement que le toxique puisse être éliminé, mais en plus, il va falloir généralement que l'intoxication soit relativement grave, ne réponde peu ou pas au traitement de support, d'organes, qu'il existe une altération de l'élimination, notamment rénale, et qu'il existe malgré tout une relative bonne corrélation entre les effets toxiques et les concentrations sanguines. Donc lorsqu'on a évidemment toutes ces conditions, eh bien, ce sont les conditions idéales pour lesquelles l'application d'une épuration extra-rénale va s'accompagner d'un bénéfice sur l'intoxication. Car évidemment, il ne s'agit pas uniquement de faire des épurations pour, entre guillemets, éliminer le toxique. Encore faut-il que la technique que l'on va appliquer non seulement élimine le toxique, c'est-à-dire qu'on ait des preuves d'une amélioration cinétique, mais aussi que celle-ci s'accompagne d'un bénéfice clinique, c'est-à-dire qu'on ait une preuve d'une amélioration de la situation du patient. Alors évidemment, ça peut être très variable, ça peut être tout simplement réduire les signes de sévérité, ça peut être aussi, bien sûr, réduire la mortalité, et là c'est un critère beaucoup plus solide. Et donc évidemment, lorsque l'on a à la fois des critères qui montrent qu'on va accélérer l'élimination, donc réduire la durée de l'intoxication, et des critères qui montrent que l'on va avoir un bénéfice fonctionnel ou vital chez le patient, et bien là, évidemment, on est dans la meilleure situation où il faut appliquer la technique d'épuration chez ce patient en face de nous. Alors, avant de parler des techniques d'épuration extracorporelle, donc essentiellement extra-rénale, deux mots sur deux techniques, on va dire, qui ne sont pas extracorporelles et qui jouent sur l'élimination des toxiques. La première, c'est l'application de doses répétées de charbon. Alors attention, les doses répétées de charbon, ça n'est pas pour décontaminer l'estomac. C'est pour accélérer l'élimination de certains toxiques qui ont des cycles entéro-hépatiques. Et donc vous voyez la liste pour lesquelles il y a de telles recommandations. Ce sont les intoxications par la carbamazépine, la dapsone, le phénobarbital, la quinine ou la quinidine et la théophiline. Alors, pour que tout le monde ait bien compris que ces techniques ne s'adressent pas à la décontamination, mais s'adressent bien à l'épuration, je vais vous donner une expérience très simple qui a été conduite. Vous prenez des volontaires, vous leur administrez par voie intraveineuse du phénobarbital, une quantité pas très élevée évidemment, mais suffisante pour qu'ils dorment. Et vous leur administrez du charbon activé par la sonde gastrique, par une sonde gastrique. Eh bien, le fait d'administrer du charbon activé raccourcit la demi-vie d'élimination du phénobarbital et accélère le réveil. Donc on voit bien que, alors même que ces patients n'ont jamais reçu du phénobarbital dans l'estomac, le charbon activé a agi sur le cycle entéro-hépatique. Donc ça n'est pas du tout une décontamination, mais une technique d'épuration. Alors, deuxième situation, aussi simple, qui augmente la clairance des toxiques, c'est l'alcalinisation des urines ou la diurèse alcaline. Donc le but cette fois-ci, c'est d'amener le pH urinaire à plus de 8 pour diminuer la réabsorption tubulaire de certains toxiques qui sont des acides faibles. Alors c'est le cas, comme vous voyez, essentiellement des salicylés ou des barbituriques. Alors elle est principalement discutée pour les salicylés, elle est un peu plus discutée pour les barbituriques, notamment le phénobarbital. Vous voyez, pour le méthotrexate et pour certains herbicides, il y a des arguments plus ou moins clairs en faveur de son utilisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que seule la diurèse alcaline a un intérêt. Donc la diurèse forcée, c'est-à-dire l'hyperdiurèse, n'augmente pas du tout la clairance des toxiques. Et deuxièmement, la diurèse acide pourrait augmenter l'élimination de certains toxiques comme les flécaïnides, les amphétamines, mais à l'inverse évidemment, elle va majorer le risque de rhabdomyolyse, elle n'est donc pas pratique.
Donc au jour d'aujourd'hui, seule la diurèse alcaline a des indications chez le patient. Alors, une fois posées ces deux techniques, évidemment, on va maintenant s'intéresser essentiellement à l'hémodialyse, qui est la technique de choix pour augmenter la clairance des toxiques, lorsqu'évidemment la situation va le nécessiter. Alors on va commencer tout de suite par le premier sondage pour savoir où vous en êtes de vos connaissances. Alors, chez un patient gravement intoxiqué, dans quel cas allez-vous discuter une hémodialyse intermittente pour éliminer le toxique? Donc, intoxication à l'amlodipine, intoxication à l'amitriptyline, intoxication au méthanol, intoxication à l'ecstasy, intoxication à l'acide valproïque. Donc nous sommes 78 en ligne à voter. Et je vous propose qu'on laisse 45-50 secondes pour voter. Il y a déjà un tiers des gens qui ont voté actuellement. Encore 15 secondes. Allez, qu'on atteigne 80% de votants. On y est presque. J'arrête maintenant. Ok, alors très bien. Donc on voit que l'ensemble du groupe est très partagé entre toutes les intoxications. Donc en fait, l'intoxication principale pour laquelle il faudra discuter l'épuration extra-rénale, c'est bien l'intoxication par le méthanol. De façon exceptionnelle, on peut le discuter pour les intoxications extrêmement graves par l'acide valproïque. A l'inverse, pour l'intoxication par l'amlodipine, l'amitriptyline et l'ecstasy, les volumes de distribution sont tellement importants qu'il n'y a aucun intérêt à faire une épuration dans le but d'éliminer le toxique. Alors effectivement, lorsque l'on va pratiquer la dialyse, tout d'abord, on va utiliser une technique habituelle avec les mêmes modalités habituelles d'utilisation. Donc il n'y a pas de, on va dire, de spécificité technique, en tout cas dans la grande majorité des situations. Donc on va faire un accès vasculaire comme d'habitude avec un cathéter, double lumière. On va paramétrer l'appareil de dialyse de façon habituelle. On va bien sûr se mettre dans les bonnes conditions de température, pour éviter évidemment tout risque. Et on va utiliser tant que possible des bien sûr membranes biocompatibles, de façon stérile bien sûr, et si possible à des membranes à haut flux de perméabilité. Alors, première question évidemment, quels sont les toxiques que l'on peut éliminer par la dialyse? Alors, donc il faut que la molécule soit de petite taille, moins de 500 Dalton, qu'elle soit plutôt hydrosoluble, avec une, on va dire, un encombrement stérique faible, surtout qu'elle ait une liaison très faible aux protéines plasmatiques, qu'elle ait un très faible volume de distribution, moins de 1 litre par kilo, et au mieux évidemment qu'elle ait une clairance endogène plutôt basse et une cinétique monocompartimentale. Alors en fait, parmi ces paramètres, les deux paramètres principaux qui vont déterminer la dialysance de la substance, c'est le volume de distribution et le taux de liaison aux protéines plasmatiques. Alors de façon très simple, ce sont des données que l'on peut retrouver sur Internet avant de prendre sa décision, et en fait on peut faire le rapport entre le taux de liaison, le taux pardon le taux de protéines libres dans le plasma et le volume de distribution. Et vous voyez, si ce taux est inférieur à 20, ce qui est le cas de la majorité des substances, eh bien, il n'y a aucun espoir que la technique d'hémodialyse puisse éliminer quoi que ce soit. A l'inverse, plus rarement, lorsque c'est supérieur à 80, on peut avoir une possibilité, en tout cas, que la substance soit accessible à la dialyse. Alors, le point le plus important, évidemment, c'est le volume de distribution. Et vous voyez ici, évidemment, que quand on prend à une clairance fixe, eh bien, le fait simplement de multiplier par 10 le volume de distribution, et vous voyez, effondre totalement la dialysance de la substance. Et donc, c'est un paramètre très important.
comme vous imaginez, la dialyse va épurer les molécules libres dans le plasma uniquement. Donc tout ce qui est dans les tissus, théoriquement, n'est pas accessible, et tout ce qui est dans le plasma fixé aux protéines plasmatiques n'est pas accessible non plus. De ce fait, évidemment, on va dire le nombre de molécules auxquelles on va s'adresser se restreint très rapidement. Alors, à mon sens, il y en a 4 importants, pour lesquels, évidemment, il faut un peu systématiquement discuter la technique d'épuration. C'est le lithium, les alcools toxiques, donc méthanol, éthylène-glycol, la metformine et les salicylés. Donc, on va se concentrer essentiellement dans ce cours sur ces 4 molécules, puisque là, évidemment, le fait de ne pas discuter la dialyse pourrait entraîner un risque pour le patient et évidemment une prise en charge inadaptée. A l'inverse, évidemment, dans beaucoup d'autres cas, vous avez une liste ici non exhaustive, on pourrait tout à fait, au cas par cas, après un avis d'expert, envisager une technique d'hémodialyse. Il y a, on va dire, des contradictions dans la littérature, il y a des situations où il y a peut-être un peu plus de bénéfices que d'autres. Évidemment, le sujet n'est pas fermé et dans des situations d'intoxication plus graves avec des produits qui existent dans cette liste, on peut tout à fait, évidemment, discuter les choses. Par contre, dans les 4 premières situations, ça doit être une discussion beaucoup plus systématique. Alors, on commence la première situation, et je vais voir comment vous prenez en charge ce patient. Donc, c'est une patiente de 55 ans, bipolaire, donc traitée par le lithium. Elle est donc admise pour une ingestion d'une quantité indéterminée de théralite LP dans un but suicidaire. Alors, à l'admission en réanimation, elle a un score de Glasgow à 10. Elle a des tremblements des membres, une hypertonie et un syndrome pyramidal. Donc, rapidement, vous faites un bilan biologique. Celui-ci vous montre un pH artériel à 7,30, une PaO2 à 65 mm de mercure sous 5 litres d'oxygène minute, une PCO2 à 48, une natrémie à 148 mmol par litre, une créatinine à 80 micromol par litre, un lactate à 3 mmol par litre et une lithémie à 3,5 mmol par litre. Alors, que proposez-vous? Donc, premièrement, une hyperhydratation avec du sérum physiologique, 3 litres par jour. Deuxièmement, une intubation. Troisièmement, l'administration de charbon activé par la sonde gastrique. Quatrièmement, du polyéthylène glycol par la sonde gastrique. Et enfin, dernièrement, vous faites une technique d'hémodialyse. On va laisser un tout petit peu plus de temps, encore 15 secondes. Allez, 5 secondes pour atteindre les 80% de votants. Et on y est. Je mets fin au sondage. Ok, alors c'est pas trop mal. Malgré tout, donc la première chose à bien comprendre, évidemment la proposition C est totalement erronée, puisque le charbon activé ne peut pas absorber les ions. Le lithium est un cation, donc ça ne marche pas. Donc c'est la seule proposition à éliminer définitivement. Après, on va dire l'hyperhydratation est importante. L'élimination par le rein de lithium se fait de façon parallèle au sodium. Donc c'est très probablement c'est ce qu'il faut faire dans un premier temps. L'intubation orotrachéale, oui aussi, évidemment, la patiente présente des troubles neurologiques qui semblent relativement sérieux, qui ne semblent pas devoir s'améliorer en quelques heures, qui peuvent même s'aggraver, on va le discuter tout à l'heure. Et en plus, il y a des signes, on va dire, d'insuffisance respiratoire aiguë et de dépression respiratoire. Donc très probablement oui. Alors le polyéthylène glycol, donc ça va consister à accélérer le transit. Oui, ça a un intérêt pour décontaminer l'estomac et le tube digestif. C'est d'ailleurs la seule façon de le faire à distance de l'injection. Pourquoi ici c'est important? Car nous avons des formes à libération prolongée. Il va donc falloir accélérer le transit pour éviter l'absorption du toxique. Il faut jouer, comme je l'ai expliqué tout au début,
à la fois sur l'absorption, mais aussi sur l'élimination. Et donc effectivement, l'hémodialyse très probablement sera nécessaire, car évidemment, on est déjà dans une situation où la lithémie est importante. Donc notez bien évidemment que l'hémodialyse ne jouera que sur la lithémie. A l'inverse, le polyéthylène-glycol jouera sur la totalité des comprimés qui sont dans le tube digestif et qui n'attendent qu'à être absorbés. Quasiment, j'aurais tendance à dire, c'est le traitement le plus important chez cette patiente. Alors, donc nous allons détailler un tout petit peu tout ça. Alors, l'intoxication par le lithium est une intoxication pas si rare que ça. Vous voyez à peu près 6000 cas dans les rapports annuels des centres antipoison aux États-Unis. C'est le traitement de première ligne de la maladie bipolaire. Et comme vous le savez, l'index thérapeutique est extrêmement étroit. Alors, dans l'intoxication au lithium, il faut distinguer très clairement tout de suite 3 situations. La première, c'est l'intoxication aiguë du sujet non traité. C'est-à-dire typiquement quelqu'un qui va prendre le traitement de quelqu'un d'autre. Deuxième situation, c'est l'intoxication aiguë du sujet traité au long cours. Donc c'est quelqu'un suite à, on va dire, une anxiété ou à un problème dépressif, va prendre son propre traitement qu'il prend très régulièrement. Et enfin, dernière situation, c'est l'intoxication chronique, c'est-à-dire cette fois-ci une personne qui prend régulièrement son traitement, mais qui va développer une insuffisance rénale aiguë, et à cette occasion va développer un surdosage par le lithium, car évidemment le lithium ne s'élimine que par voie rénale. Alors, pourquoi il faut bien distinguer ces formes? Car la relation entre la symptomatologie neurologique et la concentration de lithium est totalement différente. Pour l'intoxication aiguë du sujet naïf, on peut avoir des lithémies qui montent très très haut, et en fait on va avoir quasiment pas de gravité neurologique. Pour l'intoxication aiguë sur chronique, vous voyez, on va monter la lithémie parfois beaucoup moins, de façon moins importante que précédemment, et on va avoir des manifestations relativement importantes. Et pour l'intoxication chronique, eh bien là, vous voyez, on va monter très lentement, mais très régulièrement la lithémie, et on va avoir des manifestations parfois beaucoup plus sérieuses et qui peuvent durer plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ce qui va distinguer ces situations, c'est que c'est l'existence de la barrière hémato-encéphalique. Le lithium ne diffuse pas de façon passive au travers de cette barrière. Et donc effectivement, dans cette situation, il va très peu entrer dans le cerveau, qui par ailleurs est vierge de lithium, et donc il n'y aura pas ou très peu de neurotoxicité. A l'inverse, dans cette situation d'intoxication chronique, le cerveau est déjà en soi bien saturé par le lithium, puisqu'il existe un effet thérapeutique, mais en plus, il va rentrer de façon prolongée, en douceur, et donc on va aboutir à une intoxication beaucoup plus sérieuse. Alors, pour l'intoxication au lithium, évidemment, l'intérêt de l'hémodialyse est établi déjà depuis les années 90. Alors, souvent ce sont des travaux que l'on doit à Albert Jäger, qui était un médecin réanimateur de Strasbourg, et qui a fait beaucoup de travaux sur le sujet, qui a montré évidemment que la clairance du lithium et la demi-vie d'élimination étaient accélérées avec l'hémodialyse. Mais vous voyez, dans tous ces travaux, il notait déjà l'existence de rebonds à la suite de l'arrêt de la séance de dialyse, avec une réascension de la lithémie. Parfois d'ailleurs, la lithémie peut monter plus haut que le premier pic pour lequel vous avez décidé de faire une dialyse. Alors il faut savoir que ces rebonds sont essentiellement liés à la redistribution du lithium du compartiment cellulaire, c'est-à-dire des érythrocytes, vers le plasma. Ça vous montre bien évidemment que la technique de dialyse ne va épurer que le lithium plasmatique, et donc il y a une part très importante évidemment à la réduction de l'absorption de lithium par le tube digestif. Alors, à partir de quelle concentration de lithium il faut évidemment dialyser? Donc là, comme vous voyez, je peux vous mettre autant de seuils différents que de personnes qui se sont intéressées à ce sujet, et donc finalement il n'y a pas de consensus réel. Alors, c'est pourquoi il vaut mieux essayer d'être rationnel et de réfléchir. Donc, quand est-ce qu'on va indiquer la dialyse? Eh bien, premièrement, dans une intoxication grave, c'est-à-dire où il y a des manifestations neurologiques significatives. Par exemple, un coma, des convulsions. Deuxièmement, dans une intoxication où l'épuration rénale par le rein est altérée. Donc, il y a une insuffisance rénale. Et enfin, troisième situation,
lorsque l'on est en présence d'une concentration de lithium relativement importante, car évidemment, je rappelle à nouveau que la dialyse ne va épurer que la très faible quantité de lithium qui est dans le plasma. Et donc effectivement, il faut joindre ces trois circonstances pour décider de l'épuration. Alors, bien sûr, pour le seuil, alors j'ai mis ici, on va dire, les chiffres qui reviennent le plus souvent dans la littérature. Vous voyez très clairement que lorsque l'on est dans une situation d'intoxication chronique, on va prendre des seuils plus bas que lorsque l'on est dans une situation d'intoxication aiguë sur chronique ou que lorsque l'on est dans une situation d'intoxication aiguë du sujet naïf. Alors, la dialyse en soi n'est jamais une urgence immédiate. On peut se donner souvent le temps de voir un peu les choses évoluer, notamment de voir, bien sûr, sur 2 concentrations de lithium successives, dans quelle phase cinétique on est, si on est toujours en phase d'absorption, donc si la lithémie continue à augmenter, ou si au contraire on est déjà en phase d'élimination. Ne pas oublier qu'évidemment, la dialyse ne va épurer que le lithium dans le plasma, il ne va donc à aucun moment épurer le lithium dans le cerveau. Il n'est donc pas attendu une amélioration de la symptomatologie neurologique d'un patient auquel on pratique la dialyse pour une intoxication au lithium. Simplement, l'épuration va éviter que cette symptomatologie s'aggrave davantage en éliminant le lithium qui est dans le plasma et qui n'attend que d'entrer dans le cerveau. Par contre, évidemment, le lithium qui est déjà dans le cerveau, il faudra attendre qu'il sorte spontanément. C'est pourquoi la gravité, le pic de gravité neurologique est toujours décalé par rapport au pic plasmatique. Et évidemment, il peut durer beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire, on peut avoir un patient qui a une encéphalopathie très sévère, alors même que sa lithémie circulante est 0. Et cette encéphalopathie peut durer jusqu'à plusieurs semaines après les décisions d'hémodialyse, sans aucun effet immédiat. Par contre, évidemment, possiblement, la dialyse a permis d'éviter une forme encore plus grave d'encéphalopathie. Alors, évidemment, toute la question est donc de savoir, est-ce que c'est utile ou pas ? Alors, si on regarde les données des centres antipoison, évidemment avec les biais que ça correspond, eh bien, cette étude assez intéressante montre que lorsque, on va dire, on compare le devenir des patients qui ont été dialysés ou non entre l'avis donné par l'expert, c'est-à-dire le médecin du centre antipoison, et ce qu'a fait le médecin en réanimation, eh bien, lorsqu'il y a divergence d'avis, eh bien, il n'y a pas de modification du devenir du patient. Donc ça pourrait laisser penser que l'intérêt est plutôt faible. Alors dans notre expertise, évidemment, dans notre expérience, on a essayé de voir un peu mieux les choses. Et vous voyez donc, mon collègue Dominique Vaudovar a fait ce travail il y a quelques années. Nous avons repris rétrospectivement l'ensemble de nos cas. Et vous voyez ici, nous les avons classés en fonction de 2 critères importants, que sont la lithémie et la concentration de créatinine. Et donc les points noirs correspondent aux patients qui ont été hémodialysés, les blancs qui n'ont pas été dialysés. On voit que, évidemment, globalement, on peut identifier 2 seuils à partir duquel quasiment tous nos patients ont été dialysés. Le fait d'avoir une concentration de lithium au-dessus de 5 et le fait d'avoir une créatinine au-dessus de 200 micromoles par litre. Alors, à partir de ces 2 critères, nous avons essayé de voir est-ce que les patients qui validaient ces critères et qui ont été réellement dialysés, est-ce que finalement ils avaient eu un meilleur pronostic que ceux qui avaient validé ces critères et parce que le médecin en charge ne les a pas dialysés, est-ce qu'ils avaient eu un moins bon devenir? Eh bien, comme vous le voyez, dans cette analyse de sous-groupe, on a démontré, mais bien sûr cette étude peut être tout à fait critiquable, qu'on a réduit à durée d'hospitalisation en réanimation identique, on a réduit les séquelles neurologiques des patients qui ont été dialysés à partir de ces seuils. Et donc ça peut être 2 seuils assez simples pour guider les indications de la dialyse dans l'intoxication par le lithium. Alors nous passons à une autre intoxication, donc immédiatement un nouveau sondage. Donc voici un patient de 45 ans qui est admis à la suite de l'injection d'une solution antigel à but suicidaire. Il est asymptomatique, il arrive aux urgences, il ne se plaint de rien. Son bilan biologique montre un pH à 7,30, une réserve alcaline à 22 mmol par litre, une créatininémie à 110 micromol par litre.
On mesure l'éthylène-glycol, il est à 1 g par litre. Que proposez-vous? Donc, premièrement, on perfuse des bicarbonates molaires de sodium. Deuxièmement, on donne de l'acide folinique. Troisièmement, on donne du fomépizole. Quatrièmement, on donne un verre de vin donc contenant de l'éthanol à 10%, à 10 degrés, pardon. Et puis, on fait une hémodialyse intermittente. Allez, encore une quinzaine de secondes. Cinq secondes. Et on s'arrête là. Ok, alors malheureusement la majorité a faux cette fois-ci. Donc on va dire les bicarbonates molaires de sodium ont un intérêt faible chez ce patient qui n'a pas, on va dire, d'acidose importante, et puis le caractère molaire a peu d'intérêt, donc je dirais non. L'acide folinique n'a aucun intérêt chez ce patient, donc non. Alors, effectivement, une des discussions est de savoir est-ce qu'il faut donner un antidote et lequel des deux. Alors l'éthanol, juste un verre, n'a aucun intérêt. En fait, on va voir tout à l'heure, pour avoir une efficacité, il faut monter l'éthanolémie à plus de 1 g par litre. Donc c'est insuffisant. Donc c'est bien le fomépizole qu'il faut donner, qui est l'antidote de première ligne des intoxications par les alcools toxiques. Alors la deuxième question, évidemment, est-ce qu'il faut ou pas pratiquer une hémodialyse intermittente? On le verra que dans ce cas-là, ça n'est pas utile. Donc ici, en fait, en pratique, seul le fomépizole aurait été suffisant. Alors, justement, discutons de façon plus pratique tout ça. Alors, tout d'abord, évidemment, les alcools toxiques, ce sont des intoxications plus rares cette fois-ci. Il y en a deux importants, l'éthylène-glycol et le méthanol. Alors, ce qu'il faut savoir pour ces alcools, c'est que la molécule ingérée est non toxique. C'est le métabolite par l'alcool déshydrogénase, c'est-à-dire l'acide carboxylique correspondant, qui est toxique. Alors, pour l'éthylène-glycol, on va produire du glycolate puis de l'oxalate. Ce sont ces deux molécules qui sont toxiques et qui vont essentiellement donner, à part l'acidose métabolique, une toxicité rénale, notamment par précipitation d'oxalate de calcium dans les tubules. Et pour le méthanol, c'est le formate qui est toxique, qui va donner essentiellement, en plus de l'acidose métabolique, une cécité. Donc on voit bien que les métabolites donnent l'acidose métabolique, puis ce sont des acides carboxyliques, mais qu'ils ont en plus une toxicité lésionnelle, évidemment, qu'il faut absolument éviter. Donc pour l'un, c'est une insuffisance rénale aiguë, et pour l'autre, c'est le fait de devenir totalement aveugle de façon très peu réversible. En plus, évidemment, dans les intoxications plus graves, il y a un certain niveau de mortalité. Pour les intox à l'éthylène-glycol, ça a été calculé à peu près 30% de décès spontanés si la prise en charge n'est pas optimale. Alors, évidemment, lorsque le patient arrive, il y aura une part très intéressante au diagnostic, très importante à l'interrogatoire, pardon, pour le diagnostic. Donc le patient va vous dire qu'il a pris ou qu'il a été exposé au toxique correspondant. Alors, pour l'éthylène-glycol, c'est essentiellement des accidents de déconditionnement. C'est-à-dire, en fait, le patient va boire de façon accidentelle un liquide de refroidissement de voiture qui a été déconditionné dans une bouteille d'eau minérale. Et pour le méthanol, c'est essentiellement des alcooliques chroniques en manque qui vont boire du méthanol, généralement de l'alcool à brûler, en croyant que c'est de l'éthanol parce qu'ils sont en manque. Il existe aussi des intoxications collectives au méthanol. Il y a environ 2 à 3 000 morts tous les ans dans le monde liées aux intoxications par le méthanol, notamment dans les pays musulmans, évidemment, où l'éthanol n'est pas accessible et où des gens essayent de fabriquer de l'éthanol à domicile, et puis malheureusement pour eux, ils fabriquent du méthanol. Alors, comment fait-on en pratique le diagnostic? On va essentiellement se baser sur deux éléments, le trou anionique et le trou osmolaire. Alors, le trou osmolaire, c'est la différence entre l'osmolarité mesurée par la méthode du delta cryoscopique
et l'osmolarité calculée, pas la formule ici. Et le trop anionique, tout le monde connaît, c'est la différence entre les cations et les anions. Alors, lorsque le patient arrive très précocement après l'ingestion, eh bien, il va avoir un trop anionique, un trop osmolaire très élevé, car les osmoles sont essentiellement déterminés par la forme d'alcool, c'est-à-dire la molécule ingérée, et à l'inverse, il va avoir un trop anionique quasiment nul. À l'inverse, s'il vient de façon très retardée, il va avoir un trop osmolaire quasiment nul, parce qu'il aura métabolisé tout son alcool, et il va avoir un trop anionique extrêmement élevé, car évidemment, l'alcool s'est transformé en acide carboxylique, il a donc des anions indosés qu'il n'arrive pas à éliminer, et qui créent le trou anionique. Et bien sûr, en situation intermédiaire, il va avoir à la fois un trou anionique élevé et un trou osmolaire élevé, et lorsqu'on a les deux trous augmentés, généralement, c'est quasiment certainement une intoxication par un alcool toxique. Alors, bien sûr, le traitement va essentiellement être basé sur bien sûr les mesures symptomatiques, la perfusion de bicarbonate lorsqu'on est en acidose profonde, et puis évidemment surtout sur la discussion, est-ce qu'il faut ou pas donner un antidote, est-ce qu'il faut ou pas faire une hémodialyse. C'est ce qu'on a discuté tout à l'heure et c'est ce qu'on va faire. Alors, sachez effectivement en ce qui concerne les vitamines, donc la thiamine a très probablement un intérêt dans les intoxications par le méthanol, parce que souvent ce sont des alcooliques chroniques, et que on peut bien sûr faire éventuellement une supplémentation par acide folinique, mais l'intérêt est peu démontré, et que le calcium pourrait avoir un intérêt lorsque l'on a des convulsions suite à une intoxication par l'éthylène glycol, notamment en cas d'hypocalcémie démontrée, pas en présence d'une hypocalcémie démontrée. Alors, première discussion, faut-il ou pas donner en antidote et lequel? Alors, l'antidote de première ligne est le fomépizole. Donc, pourquoi le fomépizole est désormais en première ligne? Car son administration est facile, une dose fixe, quel que soit le patient. Donc on donne 15 mg kg en dose de charge, et ensuite on va donner 10 mg par kilo toutes les 12 heures. Deuxième point, il n'y a pas besoin de monitorer la concentration, car on est sûr qu'avec ce schéma-là, on bloque systématiquement l'alcool déshydrogénase. Troisièmement, il n'a aucun effet secondaire, notamment neurologique, car évidemment l'éthanol, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour bloquer l'alcool déshydrogénase, il faudra maintenir une concentration à 1 g par litre d'éthanolémie, ce qui est parfois très difficile à maintenir. Si vous êtes en dessous de 1 g par litre, vous avez une poursuite du métabolisme, et si vous êtes au-dessus, vous avez évidemment des effets neurologiques délétères. Et donc, en raison de sa possibilité, on va dire sa facilité d'administration, on va l'utiliser en première ligne, ce d'autant plus on va le voir que dans certaines situations, il peut éviter l'hémodialyse, comme le cas que l'on a discuté. Alors, quelles sont les indications à la dialyse associée? Eh bien, on va faire finalement une dialyse lorsque l'on est en présence déjà de métabolites produits. Donc, ça n'est pas tellement la concentration du toxique qui va indiquer la dialyse, c'est la situation où on a déjà beaucoup de métabolites toxiques produits, c'est-à-dire, autrement dit, une acidose importante, un trou anionique augmenté et une insuffisance rénale qui est déjà présente pour l'éthylène glycol, ou bien sûr pour le méthanol, en présence déjà de signes neurologiques ou de signes oculaires. En l'absence de ces situations, on va simplement se contenter de donner le fomépizole. Alors pour l'éthylène glycol, la concentration n'est pas un critère d'indication à la dialyse. Donc en théorie, si le patient n'a pas déjà produit une quantité importante de métabolites, a une fonction rénale conservée, le simple traitement par le fomépizole suffit. Pourquoi? Car la clairance de l'éthylène glycol après blocage du métabolisme, donc la clairance rénale, est relativement importante. Généralement, on élimine l'éthylène glycol en 24-48 heures. Il faudra donc généralement 2 à 3 doses de fomépizole. A l'inverse, pour le méthanol, lorsque l'on bloque la clairance métabolique par le fomépizole, eh bien, la clairance rénale persistante est extrêmement faible.
Et donc là, effectivement, il faudra envisager des doses de fomépizole pendant au moins une semaine. Et donc là, évidemment, il peut y avoir une discussion de savoir est-ce qu'on souhaite maintenir le patient en réanimation et lui donner le fomépizole pendant une semaine versus lui faire une dialyse pour éliminer non seulement ses métabolites, mais surtout son méthanol en excès. Et donc pour le seuil retenu d'hémodialyse par les Américains, c'est 0,5 g par litre. Alors, point important à bien comprendre, c'est lorsque vous décidez d'une dialyse, il faut donner le fomépizole de façon continue pour compenser l'élimination de l'antidote par l'épuration elle-même. Et donc on va mettre une posologie de 1 mg par kilo par heure de fomépizole pendant toute la durée de la dialyse. Autre point important, la durée de la dialyse. Alors vous pouvez utiliser cette formule très compliquée pour calculer la durée, mais je dirais de façon très simple, si vous faites 8 heures de dialyse, vous êtes sûr d'éliminer tout méthanol et tout éthylène-glycol, quelle que soit la concentration de départ. Mais sinon, pour être plus fin, vous pouvez utiliser cette formule, mais celle-ci nécessite évidemment de connaître les spécificités de votre membrane de dialyse. Voilà. Nous passons à une autre intoxication. Donc, voici un homme de 79 ans, diabétique, non insulino-dépendant. Donc, il est admis pour un syndrome confusionnel et une polypnée. Il se plaint de douleurs abdominales, il a de la diarrhée, il a une pression artérielle à 130-55 mm de mercure, il n'a pas de marbrure. Vous faites un premier bilan biologique, il y a un pH artériel à 7,05, une réserve alcaline à 7,5, une PaO2 à 98 mm de mercure en air ambiant, une PCO2 à 23 mm de mercure, des lactates à 9,5, une créatininémie à 230 micromoles par litre. Que proposez-vous à ce patient? Donc, est-ce que vous lui proposez des bicarbonates de sodium, du Lasix, du charbon activé par la sonde gastrique, une hémodialyse intermittente de 16 heures ou une hémofiltration de 24 heures? Allez, encore 15 secondes. Toujours 82 votants en ligne. Et je mets fin au sondage. Ok, donc on va dire c'est pas trop mal cette fois-ci. Donc effectivement, on va procéder à une alcalinisation par du bicarbonate de sodium. Là, on est dans une zone de pH extrêmement menaçante. Et bien sûr, le traitement étiologique qui va être important, c'est l'hémodialyse intermittente. Vous voyez, on va le discuter tout à l'heure, il faut des durées très prolongées d'hémodialyse. Donc l'hémofiltration de 24 heures sera largement insuffisante et malheureusement inadaptée à cette situation. Le charbon activé n'a aucun intérêt ici. Nous ne sommes pas dans une situation d'ingestion massive d'un médicament. Et bien sûr, le furosémide, en aucun cas, n'augmente l'élimination de quoi que ce soit, et notamment du toxique. Évidemment, tout le monde a fait le diagnostic ici d'un surdosage chronique par la metformine, donc devant l'acidose lactique, qui a priori comme ça n'est pas attribuable de façon simple à un problème hémodynamique. Et donc évidemment chez un patient diabétique non insulino-dépendant, probablement traité par metformine, c'est le premier diagnostic à suspecter. Alors effectivement, les intoxications par la metformine sont finalement relativement fréquentes. Il faut bien distinguer deux grands cadres. Le cadre que l'on vient de voir, c'est-à-dire une intoxication par surdosage, c'est-à-dire essentiellement chez un patient qui va avoir une autre pathologie en cours, par exemple un sepsis, ou tout simplement une insuffisance rénale aiguë liée à une déshydratation, à la prise d'un anti-inflammatoire non stéroïdien, ou parfois à l'injection d'un produit de contraste pour eczéma. Et deuxième situation, cette fois-ci, c'est l'intoxication d'un patient suicidant qui a pris une quantité importante de metformine. Alors, comme vous l'avez compris, évidemment, dans la première situation, on va avoir un tableau finalement beaucoup plus grave avec une metforminémie beaucoup plus basse,
quasiment suprathérapeutique. À l'inverse, dans la deuxième situation, on va avoir un tableau beaucoup moins grave, avec une metforminémie beaucoup plus élevée. Alors, on va dire, pendant longtemps, en tout cas moi par exemple quand j'étais chef de clinique, on ne dialysait pas du tout les intoxications à la metformine, car en fait, la metformine a un volume de distribution très élevé, et donc, globalement, il était très peu probable qu'on puisse éliminer la metformine par l'hémodialyse. Et donc, en fait, pendant longtemps, on disait que ça ne pouvait pas être éliminé, on ne faisait que des traitements au bicarbonate. Et puis, en 2009, comme vous voyez, c'est ce travail qui a, on va dire, habilité l'hémodialyse dans les intoxications à la metformine. C'est un travail issu de Lille, où effectivement, ils ont montré que, tout d'abord, bien sûr, le lactate avait une valeur pronostique. Évidemment, vous voyez qu'un lactate très très élevé avait une valeur pronostique sur la mortalité, ainsi que le TP. Et donc la fonction hépatique, d'ailleurs, il faut le savoir, est la valeur pronostique la meilleure pour estimer la gravité d'une intoxication par la metformine. Alors le point important, c'est que on voyait évidemment que ces patients donc, ont été épurés par hémodialyse et il y a eu une étude pharmacocinétique d'effectuer. Et vous voyez en fait que, évidemment, les techniques de dialyse habituelles, finalement, que l'on faisait, en fait, éliminaient la metformine qui était dans le plasma, mais en fait ne s'accompagnait pas d'une modification de la dysfonction d'organes et notamment de l'hyperlactatémie. Et en fait, il faut faire une dialyse extrêmement prolongée, vous voyez, pendant au moins une 16 heures, c'est le chiffre recommandé par cette étude, pour en fait non seulement éliminer d'abord rapidement, comme vous voyez, la metformine circulant dans le plasma, mais surtout en fait éliminer de façon beaucoup plus lente la metformine cellulaire, qui effectivement bloque la mitochondrie, et c'est ça qui est important. Et donc, grâce à la prolongation de la dialyse pendant des durées extrêmement longues, on a pu améliorer le pronostic de ces patients intoxiqués. Et donc aujourd'hui, évidemment, les indications de l'hémodialyse dans ces conditions, c'est premièrement, on va dire, la présence d'une acidose lactique sévère en présence d'une insuffisance rénale, et deuxièmement, des lactates supérieurs à 5, avec une cinétique croissante, c'est-à-dire en phase d'aggravation. Et à ce moment-là, donc, on va mettre le patient en hémodialyse de façon prolongée. Et bien sûr, comme le dosage de la metformine n'est pas accessible en urgence, on va monitorer la durée de la dialyse par la normalisation des lactates. Tant que le lactate n'est pas normalisé, on poursuit la dialyse. Si à 16 heures, le lactate n'est toujours pas normalisé, on va considérer à ce moment-là que la dialyse de 16 heures a bien éliminé la totalité de la metformine. A l'inverse, c'est que le lactate qui persiste est lié à une cause indépendante de la metformine, qui est peut-être finalement la maladie initiale qui a causé le surdosage à la metformine lui-même. Voilà, dernière situation importante pour l'hémodialyse, ce sont les intoxications au salicylé. Alors aujourd'hui, ce sont des intoxications extrêmement rares car l'aspirine, on va dire, est moins prescrit comme antipyrétique ou analgésique. Malgré tout, il faut savoir que c'est une intoxication très délicate à gérer. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de dire, un patient intoxiqué à l'aspirine va bien jusqu'au moment où il est mort. Globalement, quand vous le regardez, vous voulez le surveiller, tout va bien. Il est parfaitement conscient, il respire très bien, il a une saturation à 100%, il a une fréquence cardiaque parfaitement normale, une pression artérielle parfaitement normale, tout est normal. Il a une diurèse tout à fait normale. Et puis en fait, brutalement, parce qu'effectivement il essaye de compenser son acidose, lorsqu'il se fatigue, en quelques minutes, il peut passer de quelqu'un qui arrivait à compenser son acidose métabolique à quelqu'un qui ne peut plus, et rapidement il dégrade son pH et il présente un arrêt cardiaque. D'ailleurs, intuber un patient qui est intoxiqué à l'aspirine, qui a une acidose métabolique profonde, c'est extrêmement difficile. Le risque d'arrêt cardiaque au moment de l'induction d'anesthésie est très élevé. Il vaut mieux d'ailleurs souvent quasiment ne pas faire de coarisation parce que on va dire on risquerait d'entraîner un arrêt au moment de l'apnée de quelques minutes, le temps d'intuber le patient.
Alors, en pratique, quand est-ce qu'il faut faire la dialyse? Eh bien, comme vous le voyez, le traitement de référence, c'est l'alcalinisation des urines. Et on va le faire notamment lorsque cette alcalinisation soit est inefficace, et donc on a un pH qui persiste en acidose, soit est impossible parce que le patient est totalement anurique, ou parce qu'il a une forme grave avec un œdème pulmonaire, voire un coma et des convulsions. Voilà. Basé sur la concentration, on peut également, de façon un peu plus anticipée, décider de faire une hémodialyse. Alors le seuil est de 1 g par litre chez l'adulte, mesuré au-delà de 6 heures après l'ingestion. Et chez l'enfant, il faut baser sur des chiffres un peu plus bas, probablement de l'ordre de 0,5 à 0,6 g par litre, car l'intoxication à l'aspirine chez l'enfant est plus grave et donne d'emblée des manifestations neurologiques sous la forme de coma ou de convulsions. Alors, si vous avez bien suivi, donc nous avons envisagé les 4 grandes situations pour lesquelles il faut évidemment discuter absolument, sans nécessairement la faire, mais discuter l'intérêt d'une épuration extra-rénale dans un but de toxicologie. Et la technique de référence est l'hémodialyse si vous décidez de la faire. Alors, la question évidemment tout de suite qui se pose, peut-on faire une autre technique d'épuration? Alors, oui, effectivement, tout d'abord, les techniques prolongées peuvent avoir un certain intérêt. Alors, il faut quand même être prudent car, comme vous le savez, mais je ne vais pas m'attarder, bien sûr, les clairances avec les techniques prolongées continues sont beaucoup plus faibles que les clairances avec les techniques intermittentes. Donc, les techniques prolongées ne doivent être que en remplacement si la technique de dialyse n'est pas disponible. Même si, pour certains auteurs, ces techniques peuvent avoir certains avantages, par exemple, augmenter la clairance de molécules de taille un peu plus importante, par exemple certains complexes antidotes toxiques, peut-être arriver à extraire des molécules qui ont des volumes de distribution plus importants, et certainement, et ça c'est peut-être un avantage, éviter le rebond que l'on observe pour certains toxiques, on l'a vu pour le lithium, à l'arrêt de la technique d'hémodialyse. Alors évidemment, c'est une technique qui peut être attractive, elle est disponible partout, elle peut être faite chez les patients qui sont hémodynamiquement instables, elle permet peut-être une meilleure régulation des volémies. Bien sûr, elle a l'inconvénient, à l'inverse, de devoir nécessiter des anticoagulations prolongées. Alors elle a été utilisée dans différentes intoxications, je vais donner quelques exemples. Dans le lithium, on voit effectivement que lorsque vous l'appliquez, vous évitez les rebonds. Et donc aujourd'hui, ce qui est très probablement recommandé, c'est de commencer pour le lithium par une dialyse, par une hémodialyse intermittente de 6 à 8 heures et de relayer par la suite par une hémodialyse continue pour éviter ce rebond, même si à nouveau les conséquences cliniques du rebond observé n'ont pas été clairement, on va dire, analysées. Pour les intoxications au méthanol, aux alcools toxiques, ça peut être de fait nécessaire. Par exemple, typiquement, lorsque vous avez, c'était le cas ici en République tchèque, une épidémie par intoxication collective, lorsque vous avez 200 patients qui arrivent tout d'un coup dans les services de réanimation pour intoxication au méthanol, vous n'avez pas beaucoup le choix. Donc vous devez utiliser les appareils à votre disposition. Eh bien, c'est ce qui a été le cas ici. Et vous voyez, certains patients étaient dialysés, d'autres ont été mis en technique plus continue. Eh bien, la dialyse toujours a un meilleur bénéfice. Et le bénéfice des techniques continues est d'autant plus important que l'on augmente le débit sang et le débit de dialyse. Pour les intoxications à la metformine, on peut tout à fait le faire. Il y a aussi quelques données dans la littérature. Ça a peut-être plus d'intérêt lorsque le patient est vraiment très instable hémodynamiquement, mais là aussi la clairance est beaucoup plus lente. Enfin, dans certaines intoxications, comme ici les intoxications à l'arsenic, après administration d'antidote, ça peut être une technique d'intérêt pour extraire l'antidote qui a fixé le métal pour augmenter son élimination, notamment si on est en situation d'anurie. Alors, peut-on utiliser d'autres techniques? Alors, on va un peu les énumérer, mais vous allez voir rapidement, en fait, finalement, pour dire qu'il ne faut pas les utiliser. Alors, pendant longtemps, on avait des techniques d'hémoperfusion, c'est-à-dire on utilise des colonnes de charbon sur lesquelles on fait passer le sang, car comme vous l'avez compris, évidemment, le charbon va absorber les toxiques, et donc ça peut avoir un intérêt assez important d'un point de vue cinétique. Le point, évidemment, c'est que, quand même, ce sont des techniques
assez dangereuse. Il faut souvent des niveaux très importants d'anticoagulation. On sature rapidement les bobines de charbon. Et ce sont des techniques peu tolérées qui donnent des baisses de plaquettes. Et donc finalement, au jour d'aujourd'hui, je crois qu'il ne faut pas les utiliser. Doit-on faire, parce que souvent on nous pose la question, une plasmaphérèse ou carrément de changer le sang du patient? Évidemment, comme ça, intuitivement, vous avez bien compris que le toxique n'est pas en train de se balader dans le sang. Et que si vous changez le sang du patient, il sera malheureusement dans les tissus et ça n'aura pas beaucoup de bénéfices. Néanmoins, dans certaines intoxications très spécifiques, par exemple des produits méthémoglobinisants qui vont donner des hémolyses intravasculaires très importantes, on pourrait discuter de ces technologies, mais en pratique, évidemment, ça doit être exceptionnel. En tout cas, ça n'a pas de bénéfice sur les intoxications classiques. Doit-on utiliser le MARS, c'est-à-dire cette fois-ci une dialyse contre albumine? On a bien vu que une des limites de technique d'hémodialyse, c'est le fait que les protéines plasmatiques lient une quantité importante des toxiques. Et donc si on fait une dialyse contre albumine, on peut se dire, à ce moment-là, on va peut-être augmenter l'élimination. Alors, c'est une technique qui a été suggérée notamment pour les intoxications par inhibiteurs calciques, on va dire dans des formes relativement graves, mais au jour d'aujourd'hui, ça ne doit être fait que de façon, on va dire, dans des protocoles d'investigation. Ça n'a pas d'indication systématique. Et donc, je vous montre ici cette diapositive avec cette étude qui a suggéré son intérêt dans les intoxications graves par inhibiteurs calciques avec des chocs vasoplégiques réfractaires. Mais vous allez voir tout de suite le niveau de preuve qui est quand même assez limité, même si, bien sûr, l'étude française est assez intéressante. On voit que l'auteur a mis en parallèle l'évolution des paramètres pharmacodynamiques au-dessus et l'évolution des paramètres pharmacocinétiques. Vous voyez, donc il a par exemple mesuré la tension, le besoin des catécholamines, et ici en grisâtre, la période où il a pratiqué le MARS. Et vous voyez, il note une amélioration pharmacodynamique, ici, qu'il attribue à l'élimination du toxique, ici. Mais vous voyez très clairement que malheureusement, on ne peut pas dire que la technique a vraiment éliminé. On ne sait pas si effectivement, ce qu'on a observé ici, ça n'est pas l'élimination spontanée de la molécule, et que finalement le MARS n'a rien fait de plus que de la figuration. Mais c'est vrai que ça a lancé un domaine d'intérêt pour la recherche. Alors, plus récemment a été mise en avant une technique d'épuration, on va dire, pour les molécules liposolubles, que sont les intralipides. Alors, c'est par analogie, évidemment, à ce qui se passe au bloc opératoire lorsque l'anesthésiste se trompe et administre une dose trop élevée d'anesthésique locale, et que le patient présente une forme menaçante de convulsion ou d'état de choc ou d'arrêt cardiaque réfractaire. À ce moment-là, comme vous le savez, on administre de l'intralipide, c'est désormais bien recommandé au bloc opératoire, et l'intralipide instantanément capture l'anesthésique locale en excès et permet son élimination au lieu de permettre sa distribution vers le myocarde et vers le cerveau. Alors par analogie, évidemment, cette technique a été proposée notamment pour les cardiotoxiques liposolubles. Alors, l'avantage très important de cette méthode, évidemment, c'est sa facilité d'administration. Il suffit de prendre un flacon d'intralipide et de le mettre en débit libre quasiment en perfusion. Et voilà, donc évidemment, c'est beaucoup plus simple que de faire des techniques d'épuration extracorporelle. Le mécanisme d'action suspecté, c'est ce que j'ai expliqué, c'est la fameuse éponge lipidique, c'est-à-dire en fait, l'éponge va se gorger du toxique en circulation et va permettre, au lieu de sa distribution tissulaire, son élimination, va favoriser son élimination. Alors, on va dire, le point important évidemment est de savoir est-ce que cette technique est utile. Alors, pour pouvoir l'administrer à un cardiotoxique, il faut tout d'abord s'intéresser à ce que ce cardiotoxique est liposoluble. Et le meilleur paramètre qui garantit la liposolubilité, c'est un indicateur que l'on appelle le coefficient de partage au hectanol. Et vous voyez dans cette étude in vitro, où on a mis de l'intralipide dans un tube et on a rajouté le toxique, eh bien on a mesuré la quantité du toxique qui est
séquestrée dans les intralipides. Et on a vu cette quantité de toxiques séquestrée dans l'intralipide, et vous voyez, est proportionnelle au coefficient de partition au hectanol. Donc c'est la première donnée physico-chimique qu'il faut connaître pour pouvoir décider si oui ou non la technique d'intralipide a un intérêt. Alors malheureusement, là aussi, il y a beaucoup de cas cliniques, et généralement les gens publient leurs cas cliniques positifs, et évidemment pas du tout les cas négatifs. Et donc au jour d'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a aucune recommandation sur le sujet. Néanmoins, cette diapositive vous donne un certain nombre de toxiques pour lesquels ça pourrait avoir un intérêt. Alors, effectivement, comme vous l'avez compris, tout est sujet à experts dans ce domaine, en raison de la faiblesse du niveau de preuve des études. Et donc, plus récemment, un groupe de toxicologues internationaux, alors évidemment, j'ai eu la chance d'en faire partie, fait des recommandations pour l'épuration des toxiques. Et donc nous avons un certain nombre de communications qui ont été publiées, que vous pouvez retrouver sur Internet, pour chacun des toxiques, pour savoir évidemment quand est-ce qu'il faut dialyser, quand est-ce qu'il ne faut pas dialyser, pendant combien de temps, quels sont les objectifs à atteindre, etc. Alors pour terminer, avant de conclure, pour vérifier que tout le monde a bien compris le cours, donc cette fois-ci on va faire 5 petits cas cliniques, et vous allez me dire dans quelle situation présentée ici, il faut faire une dialyse ou pas. Alors, première situation, une intoxication aiguë au lithium chez un sujet non traité au long cours avec une lithémie à 4,3 mmol par litre. Donc la question est toujours, faut-il ou pas faire une hémodialyse? Donc vous devez cocher bien sûr les situations où il faut faire une hémodialyse. Deuxième situation, une intoxication aiguë à l'éthylène glycol, donc avec un pH à 7,20, une réserve alcaline à 13, une créatininémie à 200 et un éthylène glycol à 1,8. Troisième situation, une intoxication au salicylé avec un pH à 7,15, une PCO2 à 40 et une réserve alcaline à 8. Quatrième situation, une intoxication au méthanol avec un trou anionique à 35. Et dernière situation, une intoxication à la metformine avec un pH à 7,37, une réserve alcaline à 22, un lactate à 4 et une créatininémie à 200. On va laisser un petit peu plus de temps car le système est plus long que d'habitude. Nous sommes à 44% de votants. Allez, encore 20 secondes. Quelques messages qui sont bien passés, je vous en dirai. Au moins un. Presque, presque. Allez, 10 secondes. Voilà, on va arrêter là. Bon, bah, très bien, c'est pas mal, effectivement. Alors, donc, effectivement, dans la première situation, donc intoxication aiguë du sujet naïf, donc manifestement, il est asymptomatique, il a une fonction rénale normale, sa lithémie n'est pas si importante, donc bien sûr, il ne faut pas dialyser, il faudra surveiller. Donc là, on a beaucoup de marge avant que le patient présente une quelconque encéphalopathie, et donc en fait, il va éliminer son lithium tranquillement, avec une diurèse saline, donc on va juste lui apporter du sodium, et il va baisser de lui-même sa lithémie tout seul, et très probablement il ne présentera jamais d'anomalie neurologique, qui est bien sûr le tableau de gravité de l'intoxication. N'oubliez pas qu'en parallèle par contre, il faudra décontaminer le tube digestif, soit par un lavage gastrique s'il est vu assez précocement, mais comme ici il a déjà une lithémie élevée, très probablement par du polyéthylène glycol, pour accélérer le transit. Bruno, ne sois pas surpris des faibles taux de pourcentage de coche pour la suite, car en fait, pour une erreur de coche, c'est une QRU et pas une QRM. Oui, tout à fait, je me suis bien douté. Donc en tout cas, effectivement, le A, pas de dialyse. Alors le B, effectivement, cette fois-ci, très probablement, il faut absolument dialyser. Pourquoi? Parce que déjà, le patient a une acidose importante, une réserve alcaline basse. Très probablement, il a un trou anionique assez important. Il a déjà pas mal métabolisé son éthylène glycol.
Il a d'ailleurs déjà probablement un début de nécrose tubulaire aiguë. Et donc, il a en plus un éthylène glycol relativement élevé. Donc, si vous lui donniez uniquement l'antidote pour bloquer le métabolisme des 1,8 g par litre, le problème, c'est que les toxiques qu'il a déjà métabolisés vont malheureusement aggraver sa fonction rénale, et donc il risquerait de se retrouver anurique, et donc de devoir rentrer dans un cycle d'hémodialyse pendant au moins 3 semaines, le temps de récupérer. Donc ici, il faut bien sûr non seulement bloquer le métabolisme de l'éthylène glycol, qui est élevé à 1,8 g par litre, mais aussi hémodialyser pour épurer le métabolite déjà produit, ainsi bien sûr que l'éthylène glycol toujours présent. Troisième situation, là oui, très formellement, il faut bien sûr dialyser ce patient. On est en présence d'une intoxication très grave à l'aspirine. Il y a une menace ici très rapide d'aggravation. On a déjà une acidose mixte, c'est-à-dire une part métabolique très importante et surtout un patient qui maintenant commence à avoir des anomalies neurologiques, qui va très rapidement être incapable de compenser par l'hyperventilation et qui va donc faire un arrêt cardiaque imminent. Donc là, évidemment, très vite, il faut dialyser pour épurer le salicylé qui persiste et évidemment corriger les anomalies ioniques. Alors une intoxication au méthanol avec un trou anionique à 35 mmol par litre, oui également. Ici, il faudra dialyser. Pourquoi? Parce que le trou anionique reflète la présence du formate. Donc quand on a un trou anionique aussi élevé, on a une quantité très élevée de formate. Si vous vous contentez uniquement de bloquer le métabolisme du méthanol, le formate déjà produit va entraîner une cécité. C'est-à-dire que vous risqueriez de traiter parfaitement l'acidose et éliminer le méthanol toujours présent avec la dialyse, pardon, avec l'antidote, mais évidemment, vous risqueriez d'avoir un patient qui va évoluer vers la cécité en raison du formate déjà présent. Donc ici, il faut faire absolument une dialyse. Enfin, dernière situation, je dirais plutôt non, comme ça, tel que c'est présenté. Donc, le patient n'a quasiment pas d'acidose, le lactate est plutôt bas. Certes, il a une insuffisance rénale, mais modérée, on va dire, à l'origine, probablement de son surdosage très modeste à la metformine. Ici, on peut prendre dans un premier temps le pari d'administrer des bicarbonates et puis d'attendre un peu l'évolution. On va surveiller, bien sûr, la lactatémie. Si celle-ci était en cinétique croissante, on pourra secondairement dialyser, mais il n'y a aucune urgence à ce niveau-là et probablement les choses pourraient s'améliorer sans dialyse. Voilà, donc en conclusion, et donc évidemment tout le monde a compris que bien sûr la prise en charge des intoxications est essentiellement symptomatique, parfois des antidotes sont utiles, l'épuration extra-rénale sera indiquée dans des cas relativement limités. Il y a 4 intoxications pour lesquelles il faut clairement le discuter systématiquement: le lithium, les alcools toxiques, la metformine et les salicylés. Pour les autres intoxications, c'est une histoire de cas par cas. Il faut souvent prendre un avis spécialisé ou regarder dans les livres. N'oubliez pas qu'il faut bien sûr se renseigner sur les paramètres pharmacocinétiques et puis toujours bien sûr chercher un bénéfice à la technique utilisée. Et évidemment, vous avez compris qu'il y a encore du domaine à la recherche pour l'épuration des toxiques. Merci beaucoup. Donc je prends les questions évidemment s'il y en a. Merci Bruno. Donc on va prendre quelques minutes pour des questions si vous en avez. Donc n'hésitez pas à les poser via le chat. Moi j'ai une question en attendant que des questions arrivent, notamment en pratique sur la dialyse de 16 heures. Vous faites 3 dialyses intermittentes, vous changez le circuit. Alors c'est une bonne question. Je crois qu'il n'y a pas d'indication dans la littérature. Alors nous on a tendance à faire avec la même bobine de dialyse, mais c'est vrai que ça serait intéressant d'analyser de façon plus précise cette histoire. Et je sais que les médecins dans le service sont assez partagés. Voilà, donc j'ai pas de conseils à donner. Nous c'est vrai qu'on fait sur la même, ce d'autant plus que le patient s'améliore. Bon, on fait sur la même, mais peut-être que si on changeait la bobine, on pourrait accélérer les choses. Je suis d'accord. Bruno, il y a une question en ligne qui pose la question de quand est-ce qu'on doit utiliser le charbon activé et comment, notamment la posologie. Alors, donc le charbon activé, donc là, on n'est plus du tout, on parle bien de la technique de décontamination. Donc on n'est plus du tout dans l'épuration.
Donc on doit le donner chez un patient qui se présente dans l'heure, voire les 2 heures après l'ingestion. C'est-à-dire le toxique est encore dans le tube digestif. Bien sûr, la deuxième condition, il faut qu'il y ait une dose toxique du produit. Donc, si c'est une dose non toxique, ça n'a aucun intérêt. Il faut qu'il n'y ait aucune contre-indication, c'est-à-dire le patient doit être parfaitement conscient, ne doit avoir aucun problème sérieux par ailleurs, donc ni hémodynamique ni respiratoire, et ne doit pas avoir ingéré un produit caustique, moussant ou pétrolier, pour éviter des problématiques sur l'œsophage. Et donc dans ces conditions, évidemment, on va donner le charbon activé, 50 grammes en une seule prise, c'est la décontamination digestive. Sauf si le toxique n'est pas carboadsorbable. Alors dans ce cas-là, on va devoir recourir quand même au lavage gastrique. Et les toxiques non carboadsorbables, ce sont les ions, les métaux, les alcools. Donc en pratique, ce sont des intoxications relativement rares, mais c'est le lithium, le fer, pour lequel va se poser la question du lavage gastrique. Alors tout le monde a bien compris, évidemment, ça ce sont les recommandations générales. Maintenant, lorsqu'on est dans une intoxication très grave, en réanimation, donc généralement le patient est intubé, ventilé, on peut tout à fait bien sûr donner du charbon activé de façon hors de ces recommandations, à condition bien sûr d'avoir démontré ou d'être convaincu que l'on est toujours en phase d'absorption. Et si on a la preuve, soit parce qu'on a des mesures de concentration qui montrent une augmentation des concentrations, soit parce qu'on a des bézoars, soit parce qu'on est convaincu en raison de la dose très élevée qu'on est en phase d'absorption, on peut tout à fait donner de façon sécurisée le charbon activé chez un patient intubé ventilé. Merci Bruno. Écoute, moi j'ai une question, peut-être la dernière vu l'heure. Quand tu parlais... Ah, on en a une en direct. Je pose rapidement la question, la mienne. Sur l'intoxication à la metformine, mon impression était qu'il y avait d'une manière générale, dans quasi la totalité des cas, et dans mon expérience, hors d'une fois où il y a une intoxication aiguë extrêmement sévère d'une jeune femme qui avait pris 150 comprimés, il y a toujours une autre cause à l'acidose lactique et que la metformine, par le biais de l'insuffisance rénale, vient aggraver la valeur du lactate. Tout à fait. Et donc voilà, je pense que c'est important de le souligner aux étudiants, de ne pas se satisfaire de la metformine et de l'insuffisance rénale pour expliquer une acidose lactique avec 12-14 de lactate. Tu confirmes cette impression? Tout à fait, bien sûr. Donc, soit c'est la situation la plus fréquente d'intoxication à la metformine, c'est le surdosage d'un patient qui a une autre maladie. Donc par exemple un sepsis, par exemple une altération rénale pour la prise de médicaments néphrotoxiques, par exemple l'injection d'iode, ou par exemple une autre pathologie souvent assez grave. Et en fait, il va se surdoser en metformine. Et effectivement, le lactate qui est lié au blocage de la mitochondrie par la metformine se surajoute au lactate qui provient de sa pathologie de base. Et donc effectivement, lorsque l'on va faire la dialyse et que l'on va éliminer la metformine en excès, on va éliminer la partie lactate qui est attribuable à la metformine. Mais il peut tout à fait persister un lactate qui, lui, s'attribue à la cause de départ. C'est pourquoi d'ailleurs le surdosage chronique à la metformine est beaucoup plus grave que l'intoxication aiguë, qui peut d'ailleurs avoir un lactate plus élevé, une metforminémie plus élevée. Mais finalement, comme tout est lié que à la metformine, en éliminant la metformine, on rétablit parfaitement la situation clinique. Merci. Dernière question très rapide, qui est une question assez technique d'un spectateur anonyme sur l'hémodialyse intermittente et l'inquiétude sur les variations importantes d'osmolarité dans les cas d'intoxication à l'éthylène glycol avec le trou osmotique élevé, et donc quel type de natrémie ou de conductance on met sur le dialysat. Est-ce que pour toi c'est important? Est-ce qu'on doit utiliser des petits débits sanguins initiaux? Enfin, l'idée de ne pas trop jouer sur la variation d'osmolarité. Alors, je dirais, bon, je n'ai pas réfléchi plus que ça au sujet. En fait, en pratique, donc, comme je l'ai dit d'emblée, on fait une technique de dialyse classique. On va dire, il n'y a pas de risque, on va dire, d'avoir des problématiques liées à l'hyperosmolarité plasmatique en éliminant les osmoles liées à l'alcool toxique lui-même. Je n'ai pas d'expérience d'aggravation uniquement liée à la dialyse chez un patient qui était tout à fait normal, qui n'avait aucun problème et que l'on a mis en dialyse pour intoxication à un alcool toxique.
Donc moi je dirais, je mettrais un chiffre habituel enfin je réglerai l'appareil de dialyse avec les paramètres habituels que l'on a l'habitude de faire. Donc nous on met une conductivité de 148 et puis voilà. C'est Très juste bien. en parallèle, juste, on observe la même chose sur les comas hyperosmolaires où finalement on ne voit pas de toxicité sur des variations un peu brutales de l'osmolarité dans ces contextes-là, et ça doit être un petit peu la même chose sur des phénomènes très aigus finalement. Voilà, je vais m'arrêter là. Cécile, je te laisse Ok, conclure. donc merci beaucoup Bruno pour cet exposé extrêmement riche et très clair. Merci à vous pour avoir assisté au webinaire et on se dit donc pas la semaine prochaine. Mardi prochain, il n'y a pas de webinaire, mais dans 15 jours et surtout on se retrouve donc vendredi à 14 h pour un webinaire sur le Covid. Bonne soirée à tous. Merci Damien pour co-modérer avec moi ce webinaire. Au revoir. Merci Cécile, merci Bruno Merci et bonne Cécile, soirée à Damien et à tous. bientôt. Merci à tous et au revoir.